Correction de l'anal de bac S 2014 Pondichéry, synthèse de l'acétate d'éthyle. Donc l'énoncé, vous avez dû en prendre connaissance. On va passer à la résolution des questions. Question 1. Nous avions l'équation de la réaction de synthèse. On nous demande d'identifier, en justifiant votre réponse, les fonctions chimiques des molécules organiques intervenant dans la réaction de synthèse. Donc ça, vous devez savoir qu'on a ici un acide carboxylique avec son groupe carboxyle, un alcool avec son groupe hydroxyle, et ici un ester. Donc, pour faire ça, il faut les représenter en formule semi-développée et entourer les groupes, les fonctions correspondantes. Ce qui donne ceci. L'acide carboxylique, groupement carboxyle. L'alcool, groupement hydroxyle. Le mot hydroxyle n'est pas à connaître, vous pouvez vous contenter de dire alcool. Et le groupement ester ici, COO. Voilà pour la première question. Question suivante. Quel est le nom de l'acétate d'éthyle en nomenclature officielle? Donc l'acétate d'éthyle, comme tous les esters, il est composé de deux parties. Cette partie-là a 2 carbones. Et cette partie-là a 2 carbones également. Du coup, le préfixe, ce sera -et. Alors, si vous voulez un rappel de la nomenclature, vous trouvez ça dans votre livre à la page 201. Vous avez un tableau qui répertorie toutes les familles avec un exemple à chaque fois. Si on prend l'exemple de l'ester, donc le premier mot à placer, pentanoate, ici dans cet exemple, c'est ce groupement-là, 5 carbones. Et ensuite, ce qui est après l'oxygène, éthyle pour 2 carbones. Donc nous, dans notre exemple, nous avons 2 carbones, éthanoate, 2 carbones d'éthyle. Éthanoate d'éthyle. Question 2.1. Parmi les montages suivants, justifiez celui qu'il convient de choisir pour l'étape 1. Pourquoi les deux autres montages ne conviennent-ils pas? Eh bien, on nous parle de montage à reflux. Le montage à reflux, c'est le montage B. À quoi est-ce que ça sert? Eh bien, il est nécessaire de chauffer le milieu réactionnel pour accélérer la réaction. Seulement, si on chauffe ça dans un simple ballon ouvert, il va y avoir évaporation du liquide, et donc on appelle ça des pertes de matière. Et en plus, va se poser un autre problème, c'est que si ces vapeurs sont toxiques, on va s'intoxiquer. Donc il y a une solution qui consiste à fermer le ballon. Seulement, si on ferme le ballon, la pression va augmenter dans le ballon, et c'est très dangereux. Donc il faut un récipient très solide. On peut faire ça dans des récipients très solides. À la maison, on a des cocottes minutes. En chimie, on appelle ça des autoclaves. Seulement, ce n'est pas un dispositif très courant, on n'en a pas dans les labos. Et puis, ici, la réaction ne nécessite pas d'être faite sous des pressions élevées. Donc la pression atmosphérique suffit. On adapte donc un réfrigérant. Réfrigérant à boule ici. De quoi s'agit-il? Les vapeurs formées vont monter dans les boules du réfrigérant. Pourquoi des boules? Parce que la surface de contact sera la plus grande possible avec l'eau du réfrigérant qui rentre par ici. Donc par conduction, l'eau froide qui est là, et les vapeurs chaudes. Ces vapeurs chaudes vont être refroidies, donc liquéfiées, et retomber dans le ballon. On a un flux de vapeur et un reflux de liquide. L'eau froide qui est entrée par là va circuler, se réchauffer au contact de la vapeur chaude et ressortir par ici. On ne peut pas faire ça en circuit fermé, sinon l'eau va se réchauffer et refroidira plus rien du tout. Les deux montages A et C sont très semblables, on appelle ça des distillations. Ici, on n'a pas de réfrigérant dans la colonne. Du coup, les vapeurs, elles montent, et par pression, elles vont continuer à se déplacer. Et ici, au niveau du réfrigérant qui est maintenant incliné et non plus vertical, elles vont se liquéfier, comme précédemment, et retomber dans le récipient ici.
Et donc ça, c'est un montage de séparation. C'est un montage de distillation, comme le montage C, qui est fait avec une colonne un peu moins efficace, pourra moins bien séparer les produits. La colonne là, on appelle ça une colonne de Vigreux. Donc pour nous résumer, le montage choisi, c'est le montage B. C'est un montage de chauffage à reflux. Le réfrigérant surmonte le ballon, il est placé verticalement. Il liquéfie les vapeurs qui retombent sous forme liquide dans le ballon pour éviter les pertes de matière et l'intoxication éventuelle. La question 2.2 n'est pas facile et je vous propose d'y répondre à la fin. On peut sauter les questions et y revenir à la fin, évidemment. Alors peut-être la première étape du protocole. La première étape du protocole, c'est tout simplement la synthèse. C'est lorsque la réaction chimique se produit. Justifier, question 2.3, en argumentant, avec une équation de réaction si cela est nécessaire, le choix dans ce protocole des conditions opératoires suivantes. Ajout d'acide sulfurique concentré. Alors ça, c'est pas expliqué dans l'énoncé. Il faut savoir que le milieu acide catalyse la réaction et un peu comme le chauffage, fait qu'elle ira beaucoup plus vite qu'en milieu neutre. Donc l'acide sulfurique, c'est pas un réactif, c'est un catalyseur. Il n'est pas consommé par la réaction, il l'accélère. Le chauffage à reflux, eh bien, on a détaillé tout à l'heure, et dans l'énoncé, il est précisé qu'il faut chauffer. Donc s'il faut changer le mélange réactionnel, il est nécessaire d'avoir un reflux pour ce qu'on a expliqué dans la question 2. Le mélange avec de l'eau salée, de quoi s'agit-il? Alors, il va falloir se pencher un peu sur la question, parce que nous avons ici l'équation de la réaction. Ce n'est pas une réaction totale. Ce qui signifie que, à la fin de la réaction, dans le ballon, il va y avoir bien entendu les produits formés, sachant que le produit voulu, c'est celui-ci, l'ester, plus de l'eau, ainsi que des réactifs restants, puisque la réaction n'est pas totale. Et ce que l'on veut donc, c'est obtenir l'ester le plus pur possible, donc se débarrasser des 3 autres produits. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, les 2 autres étapes, qui sont des étapes de séparation. La première consiste à ajouter de l'eau salée. À quoi ça peut bien servir? Eh bien, si on se réfère à ce tableau, on constate que l'acide acétique dans l'eau ou dans le salé, sa solubilité est très grande. L'éthanol, c'est pareil. Par contre, l'acétate d'éthyle, le produit formé, est peu soluble dans l'eau, mais encore moins dans l'eau salée. Ce qui fait que l'acétate d'éthyle va être chassé de la phase aqueuse, et dans cette phase aqueuse, évidemment composée en majorité d'eau, d'acide éthanoïque et d'alcool. Et l'ester, lui, sera chassé de la phase aqueuse parce que sa solubilité dans l'eau salée est presque nulle. On appelle ça un relargage. Pourquoi est-ce qu'on ajoute une solution d'hydrogénocarbonate de sodium? Alors là, c'est pas évident de répondre à cette question parce que on n'a pas toutes les données. Qu'est-ce que ça peut bien avoir comme but de faire ceci? L'hydrogénocarbonate de sodium, eh bien, l'ion hydrogénocarbonate, c'est lui, on voit qu'il peut servir de base. L'acide conjugué, c'est le dioxyde de carbone qui sera dans un premier temps dissous dans l'eau. Avec quoi cette base est-ce qu'elle peut réagir? Eh bien, avec un acide. Lequel? L'acide acétique restant. Quelle est l'utilité de cette étape? Alors, il faudrait écrire l'équation de réaction. HCO3- plus CH3COH qui reste dans le mélange donne la base conjuguée de l'acide, c'est-à-dire CH3COO-, plus l'acide conjugué de cette base, H2SO CO2 aqueux.
quel est le rôle de cette étape? Eh bien, il se trouve, et c'est pas dit dans l'énoncé, donc c'est pas une question qui est facile à répondre, que la base conjuguée de l'acide acétique, l'ion éthanoate, est encore beaucoup plus soluble, même si déjà l'acide acétique a une très grande solubilité dans l'eau. Mais l'ion éthanoate, encore plus. Donc c'est très mal précisé dans l'énoncé, parce que l'acide acétique, ici, on est précisé que sa solubilité était très grande. Sa base conjuguée, l'ion éthanoate, est encore plus soluble dans l'eau, et même dans l'eau salée. Donc, l'acide acétique, transformé en ion éthanoate, passera encore mieux en phase aqueuse, sous cette forme-là. Le CO2 formé, il suffit d'agiter pour qu'il soit chassé de la phase aqueuse. C'est pour ça qu'on agite l'ampoule à décanter, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz formé, pour chasser le CO2. Question 3.1. Déterminer la valeur du rendement de la synthèse en expliquant la méthode mise en œuvre. Alors le rendement, c'est une notion que vous avez dû voir dans le cours du livre que je vous avais dit de lire. De quoi s'agit-il? Le rendement, c'est le rapport de la quantité expérimentale de produits obtenus divisé par la quantité maximale que l'on puisse obtenir si la réaction était totale. Donc il faut déterminer ces deux valeurs. La quantité expérimentale de produit, eh bien, dans l'énoncé, est donnée sous forme d'un volume. Il faut donc passer à la masse et à la quantité de matière en divisant par la masse molaire. Donc ici, on a des millilitres. On a ici la masse volumique en grammes par millilitre. Donc il ne faut surtout pas changer les millilitres en litres. On va multiplier des grammes par millilitre par des millilitres, rho fois V. On obtient des grammes. En divisant par la masse molaire, on obtiendra des moles. Quant à la quantité maximale d'ester que l'on puisse obtenir, eh bien, on suppose la réaction totale. Les quantités de réactifs valent chacun 0,10 mol. La réaction se fait mol à mol. On est donc dans les conditions stoichiométriques et un simple bilan de matière nous permet de dire que la quantité maximale d'ester formée c'est égal à la quantité initiale de chaque réactif, c'est-à-dire 0,10 mol. Du coup, le rendement va valoir rendement état, ρ fois V sur M, c'est-à-dire la quantité expérimentale, et la quantité d'acide initial qui est égale à la quantité d'ester formé. ρ, 0,925, V, le volume, la masse molaire et la quantité initiale d'acide. Le calcul donne 0,62, c'est-à-dire 62%. Question 3.2. Est-il exact de dire que ce rendement est égal à la proportion d'éthanol consommé au cours de la transformation commentée? Alors c'est une question délicate et on va la résoudre ici. On va dresser un tableau d'avancement simplifié, c'est-à-dire que j'ai mis uniquement les espèces qui nous intéressent, puisque dans la question il est question de l'alcool et du produit formé, l'ester. À l'état initial, on introduit une quantité d'alcool que j'appelle Ni. Il n'y a pas d'ester formé. Dans l'état final, avec la réaction équilibrée, le tableau d'avancement doit être écrit Ni moins XF, la quantité d'alcool à l'état final, et XF mol d'ester formé. Si la réaction était totale, on devrait être dans l'état qu'on appelle maximal, Ni moins Xm, qui devrait être égal à 0, puisque l'alcool est un réactif limitant, et la quantité d'ester formé, Xm. La définition de l'avancement, c'est la suivante. Quantité initiale, quantité expérimentale d'ester formé, divisée par la quantité maximale d'ester formé si la réaction était totale. Donc, le rendement doit être écrit XF sur Xmax. XF, quantité, alors on va voir qu'il y a une différence entre XF et la quantité expérimentale d'ester formé. Pour l'instant, on va supposer que la quantité expérimentale d'ester formé, c'est XF. Or, la quantité d'alcool consommée, c'est quoi? C'est la quantité initiale moins la quantité qui reste dans l'état final.
c'est-à-dire Ni, quantité initiale, moins la quantité dans l'état final, Ni moins XF, c'est-à-dire XF. Du coup, ce XF, ce numérateur, c'est bien la quantité d'alcool consommée. Quand la quantité maximale d'ester formée, si j'écris Ni moins XM égale 0, car l'alcool est un réactif limitant, j'obtiens Ni égale XM, XM c'est Ni. J'ai donc bien état, le rendement, qui est égal à la quantité d'alcool consommé sur la quantité initiale d'alcool, c'est la proportion d'alcool consommé. Alors la question nous demande, est-ce que le rendement, peut-on dire qu'elle est égale à ça? Oui, elle est égale à ça dans le cas idéal où l'on obtient, où l'on arrive expérimentalement à récolter tout ce qu'il est possible de récolter pour l'ester XF. Seulement, lors des opérations de séparation, il y a des pertes. On ne récolte pas tout l'ester formé. Du coup, on a une quantité ici qui est un peu moins grande que XF. C'est-à-dire que ceci est vrai dans un cas idéal où l'on récolte tout l'ester qui a été formé par la réaction chimique équilibrée. Question 4, le mécanisme réactionnel. Le mécanisme réactionnel modélisant la réaction de synthèse de l'acétate d'éthyle à partir de l'acide acétique et l'éthanol comporte 5 étapes représentées sur l'annexe située en annexe à rendre avec la copie. Première question, quels groupes d'atomes correspondent aux lettres R et R'? Donc l'annexe, on a cette espèce, RCOH, donc c'est l'acide carboxylique, et cette lettre R représente CH3. Tandis que R', c'est ceci pour l'alcool, et c'est CH3, CH2. Donc c'est plus rapide d'écrire R et R' si on n'a pas besoin de tailler CH3, CH2, CH3. C'est pour ça qu'on fait ça, on écrit R et R'. On appelle ça des groupements alkyles, avec un Y. Complétez les étapes 1 à 5 avec une ou plusieurs flèches courbes, si nécessaire. Que représentent ces flèches courbes? On peut dire tout de suite que les flèches courbes, ce sont des mouvements d'électrons d'un site donneur vers un site accepteur. Donc on nous demande de faire tout le mécanisme. Alors on y va. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, cette partie de la molécule n'a pas changé. Cette partie-là non plus. Il faut repérer les changements qui ont eu lieu. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Cet hydrogène est maintenant lié à cet oxygène. Ce doublé non liant, il y en avait 2 ici, il n'y en a plus qu'un. Ça signifie tout simplement qu'un doublé non liant a permis de réaliser la liaison covalente entre l'oxygène et cet ion H+. Du coup, on va représenter le mouvement du doublé d'électrons, le doublé non liant, qui vient attaquer ce site accepteur d'électrons, ici. On peut dire que c'est une réaction d'addition. L'hydrogène vient s'additionner sur la molécule de départ. La suite, l'étape 2. Alors là, le mécanisme est donné. On a ce doublé non liant de l'oxygène qui va venir attaquer ce site légèrement chargé positivement car lié à des atomes électronégatifs, qui va être donc responsable de la liaison qui est là. L'oxygène, c'est lui qui va capter la charge plus parce qu'il n'a qu'un seul doublé non liant alors qu'il devrait en avoir 2. Et nous avons cette double liaison qui se transforme en une seule. Et ici, le doublé non liant de l'oxygène va récupérer ces 2 doublés non liants et perdre sa charge positive qui est là. L'oxygène avec ses 2 doublés non liants. Étape 3. Tout ceci reste inchangé, ici. Là aussi. Là, le R' reste inchangé. Il est là, il est là. Par contre, on voit l'apparition d'une charge plus ici. Cette liaison covalente a disparu. Et cet hydrogène a été rajouté ici.
Alors, le doublé non liant de l'oxygène ici n'est plus présent, ça veut dire qu'il a servi à effectuer la liaison covalente entre l'hydrogène et l'oxygène. De plus, cette liaison covalente, qui n'existe plus, s'est rabattue ici sur l'oxygène pour donner son deuxième doublé non liant. On appelle ça une réaction intramoléculaire à l'intérieur de la molécule. Du coup, je dois représenter deux mouvements de doublé d'électrons, un ici. Alors je prends ce doublé non liant, mais je pourrais prendre l'autre évidemment. Ils ont le même rôle sur l'hydrogène. Et ici, ce doublé non liant se rabat sur l'oxygène. Voilà. Pas très bien fait, mais c'est ça. Étape 4, donc le mécanisme est donné ici. On a élimination d'une molécule d'eau. Cette liaison covalente se rompt et redonne à l'oxygène ces deux doublés non liants, même s'ils n'apparaissent pas ici dans la molécule d'eau, on pourrait les faire. Ici, ce doublé non liant va reformer une double liaison, et du coup l'oxygène, qui a trois liaisons covalentes et un seul doublé non liant, sera chargé positivement. On arrive à la dernière étape. Cet oxygène, c'est pas quelque chose de stable, on n'arrive pas à isoler ces espèces-là, ce sont des intermédiaires réactionnels. Eh bien, le proton va être régénéré ici, cette liaison covalente va se rompre et va devenir un doublé non liant de l'oxygène, comme on l'a vu plusieurs fois. Et du coup, il faut faire cela. Hop. Question 4.3. Donnez la catégorie des réactions des étapes 2 et 4 dans le sens direct. Sens direct, ça veut dire de gauche à droite. Donc ici, on a clairement une réaction d'addition. La molécule d'alcool vient s'additionner sur cet intermédiaire réactionnel. Étape 4, on a ici l'élimination d'une molécule d'eau. C'est donc une réaction d'élimination. Ce processus-là n'a rien à voir, ni addition, ni élimination, ni substitution. Dernière question. D'après le mécanisme proposé, quel est le rôle joué par H+ dans la synthèse de l'acétate d'éthyle? Commentez. Eh bien, puisque H+ est dans la première étape et qu'il est régénéré dans la dernière étape, du coup, il ne fait pas partie des réactifs, il n'est pas consommé. On dit que H+ catalyse l'estérification de l'acétate d'éthyle. Voilà.